Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'endroit où vous recevez votre émission Éducar, qui se passe ici sur la Télé-École, la première chaîne 100% éducation en Afrique. Télé-École en partenariat avec la CNPAM, la Coordination nationale des professeurs d'éducation artistique, plastique et musicale, vous présente votre émission Éducar, une édition aujourd'hui assez spéciale parce que nous recevons une des figures emblématiques de la culture du Sénégal. Je veux nommer Pape Massène Sène. Professeur, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous ces professeurs d'éducation artistique, plastique et musicale. Merci à vous, le plaisir nous revient à nous. C'est un énorme plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Notre invité est docteur S. Lettres, spécialisé en sémiologie. Il est chercheur au Centre d'études des civilisations. Il devient aussi le directeur de ce centre. Il a été aussi directeur des archives culturelles, directeur de cabinet du ministre de la Culture, conseiller culturel du président Abdou Diouf. Il fut aussi directeur de cabinet du secrétaire général de la francophonie. Il est chef de la mission de la francophonie auprès de l'ONU et des institutions spécialisées à Genève. Et depuis lors, il est retourné au Sénégal, où il est au ministère de la Culture et chercheur à l'IFAN, rapporteur général adjoint de la Charte culturelle du Sénégal. Il a été conseiller spécial à la primature en 2010, délégué général adjoint de l'organisation du 15e sommet de la francophonie. Il est actuellement aussi professeur associé à l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Voilà l'expérience qu'a connue notre illustre invité, M. Sène, un bon serreur. Voilà, professeur, c'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. Et lundi 22 passé, on célébrait les 20 ans de Senghor depuis son décès. Alors, que vous pouvez nous dire de Senghor? Je vous remercie beaucoup de m'interroger sur cet illustre personnage. Vous savez, Léopold Sédar Senghor mérite véritablement les hommages de tous les Sénégalais. Tout à fait. L'on retient généralement qu'il a été le président poète, dit-on, celui qui s'intéressait beaucoup à la culture. C'est vrai aussi. Mais parce que Senghor était un homme de culture et au vrai sens du terme, et comme il aimait à le dire, il plaçait la culture dans toutes les activités humaines. Senghor nous rappelait en vérité que nous tous, êtres humains, ce qui nous fonde dans le règne animal, qui nous permet de nous élever, c'est justement la culture. À travers les connaissances diffusées par la culture, mais aussi à travers les valeurs et l'éthique que transmet la culture. Tout à fait. Et c'est pour cette raison qu'avant de parler de Senghor poète, c'est une activité. Parlons de Senghor, l'homme de culture qui a compris qu'il fallait d'abord, dans ce pays qui s'appelle le Sénégal, construire une nation. Une nation. Construire une nation, c'est faire en sorte que tous les Sénégalais puissent savoir qu'ils entretiennent, parce qu'ils sont Sénégalais, un certain nombre de liens. Tout à fait. Qu'ils puissent comprendre que parce qu'ils sont Sénégalais, ils ont forcément quelque chose en partage. Tout à fait. Et que c'est autour de ce partage qu'ils organisent le vivre ensemble. Tout à l'heure, vous avez commencé à me taquiner en disant le Sérère. Bon Sérère, j'ai dit il est certainement Halpulaar ou il est certainement Diola. C'est le code. Tout à fait. Cette parenté à plaisanterie qui permet tout de suite de mettre en place un dispositif de rapprochement avec l'autre. C'est cela que Senghor avait compris. Tout à fait, je pense que nous allons en revenir. Il sera beaucoup question de Senghor parce qu'on ne peut pas parler de la culture sénégalaise en faisant fi à ce que Senghor a fait. Mais c'était juste pour vous dire qu'au 4e couplet de l'hymne national du Sénégal, Senghor dit « Car nous ferons du travail et la parole notre arme ».
pensez-vous que la parole est véritablement une arme? Vous avez sauté une étape. Oui, oui, c'est pour Vous juste avez donner... sauté Oui, le allez-y. travail dans ce que vous avez vous-même cité. Oui. Le travail. Travail et la parole. Merci. Donc vous reconnaissez que c'est le travail qui précède. Tout à fait. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose parce que je suis persuadé que les Halpulaar ne l'ont pas. Et beaucoup de Sénégalais n'y prêtent pas suffisamment attention, y compris les Sérères. Allez-y, professeur. Chez nous, les Sérères, vous avez le verbe djal. Djal. Comme on dirait en Wolof, djal, le tas. Ça se prononce de la même manière. Mais ça ne signifie pas la même chose. Le verbe djal en sérère signifie travailler, mais signifie aussi rire de bonheur. Nous sommes donc un peuple qui considère que le travail est capital pour la dignité de l'être humain. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, n'est pas suffisamment autonome, n'est pas suffisamment libre, n'est pas suffisamment épanoui pour pouvoir jouir du bonheur. D'autres considèrent que le travail est une épreuve, c'est une sanction, c'est difficile, c'est compliqué. Nous, les Sérères, nous considérons que le travail est la source du bonheur. Donc, je vous disais que vous avez sauté quelque chose parce que Senghor insiste d'abord sur cela. Parce qu'une fois qu'on a mis le travail comme préalable, on peut ajouter la parole. Ce qui nous dissocie des autres animaux. Je parlais de culture, c'est d'abord cette parole. Donc, c'est le travail et puis après la parole. Mais nous avons constaté, malheureusement, professeur, qu'aujourd'hui, au Sénégal, la parole cède le pas sur l'action et le travail. Les gens passent tout leur temps à parler, il n'y a pas d'actes concrets dans ce qu'ils font. Et puis, on a constaté dans la même foulée qu'il y a une perte de valeur constatée à l'endroit des jeunes surtout. Pensez-vous que la tradition orale pourrait peut-être apporter remédiation par rapport à cette situation? Merci infiniment. Et là, vous touchez au cœur de la culture. On a un peu trop tendance, peut-être influencé par d'autres cultures, mais aussi le monde moderne. Tout à fait. Que la parole n'a pas beaucoup d'importance. La parole est capitale. D'abord parce qu'elle est première. Vous comme moi, comme tous ceux à qui nous nous adressons, notre socialisation est passée par la parole et c'est bien après que les uns et les autres ont appris certainement à écrire. Quand vous interrogez l'histoire de l'humanité, donc l'histoire du monde et des êtres humains, vous découvrirez que pendant longtemps, on n'avait pas encore découvert l'écriture et qu'il a fallu progressivement arriver à un certain stade pour que cela puisse s'imposer. La parole est capitale et dans notre culture, ici au Sénégal, il y a une petite anecdote qui va permettre d'éclairer les choses. Les anciens rapportent que la parole, la place publique au fameux Penc, s'est mise à pleurer parce qu'on humanise tout dans notre culture. Et quand on a demandé à la parole pourquoi elle pleurait, elle a avancé un certain nombre de raisons et il y avait 4 raisons fondamentales. Lesquelles? La première, parce qu'elle a été prononcée là où il ne fallait pas. Le lieu. Le lieu. Tout à fait. Par quelqu'un qui n'était pas habilité à la prononcer. Tout à fait. À un moment inopportun. Et certainement devant un auditoire non qualifié. Ces 4 éléments ont fait pleurer la parole, mais nous interpellent sur le plan de la métaphore symboliquement parlant, pour savoir que la parole sensée, celle qui a effectivement de l'utilité parce qu'elle est dans le lien social, dans l'organisation des relations entre les individus, parce qu'elle est, cette parole, vecteur de connaissance,
de savoir, de savoir-être, cette parole-là, elle doit être prononcée dans le respect d'un certain nombre de conditionnalités. Et c'est justement parce que certains ignorent ces conditionnalités que chacun croit pouvoir se permettre de parler. Les 4 conditionnalités. Les 4 dont vous conditionnalités. venez de citer tout à l'heure. Oui. Le lieu, Le lieu, le moment, le moment, l'interlocuteur habilité, j'insiste sur habilité. habilité. Lorsque vous vous mettez à parler de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas, vous risquez de créer plus de dégâts qu'autre chose. Tout à fait. Et lorsque vous parlez à quelqu'un, vous lui transmettez des messages. Tout à fait. Lorsque cette personne n'est pas habilitée à recevoir le message, vous créez aussi un problème. Mais l'habilitation est partagée entre l'émetteur et le récepteur. Et le en même temps. récepteur, C'est lui et qui nous parle sommes aussi. au cœur de la Voilà, communication oui. moderne. Tout à fait. Voilà pourquoi la parole, elle est capitale. Elle est au centre de la communication moderne. Vous avez un émetteur qui produit quoi? Un message. Ce message est censé avoir de l'utilité parce qu'il porte du sens, qu'il porte du savoir, qu'il porte de l'information, qu'il porte de la connaissance. Elle est capitale, la parole. Et si le destinataire n'est pas la personne appropriée, donc habilitée, c'est comme si quelqu'un volait le petit mot que je viens de vous adresser. Il le capte, il le pirate, alors que ça ne lui était pas destiné. Il vous porte préjudice, mais il n'est pas évident qu'il pourra s'en sortir. Ça fait 2 malheureux. 2 malheurs, c'est ça. Je pense sans doute que c'est le non-respect de ces critères qui pose actuellement et qui pose problème parce que, je vous l'ai dit dans ma question, qu'on a constaté qu'il y a une perte de valeur à l'endroit des jeunes. C'est le deuxième volet. Voilà, vous avez raison. Allez-y. Et c'est important. Alors, oui, allez-y. C'est d'autant plus important que nous avons constaté que la parole est vecteur de messages, d'informations, de savoir, de connaissances. Mais la parole a sa dimension éthique. Éthique. Si vous examinez bien dans nos sociétés les quelques phases de l'apprentissage de la parole chez les enfants, Le langage. il arrive un moment où l'on nous dit la parole de l'enfant est propre. Wax ji set na. Propre. La parole propre dans nos cultures, c'est une parole dépouillée évidemment des fautes, des scories qui salissent ou qui enlaidissent, mais c'est une parole éthiquement porteuse. Autrement dit, dépouillée aussi de toutes ces grossièretés que l'on entend sous forme d'injures, d'insultes ou même de mensonges, parce que le mensonge travestit la belle parole. Il est important de constater que la parole devient propre lorsqu'on enlève tout ce qui l'enlaidit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où le beau, ce qui est beau, est lié indiscutablement à ce qui est bien. Un acte, s'il est positif pour la société, éthiquement acceptable, wax du baax. Il est impossible, vous voyez, vous avez anticipé, j'avais même pas besoin de développer. Wax du baax, j'étais à l'action d'une parole éthique. Vous parliez de crise de valeur. Si elle est éthique, porteuse d'éthique, elle ne peut qu'être belle. Elle ne peut pas être laide. Nous refusons dans notre culture que le laid puisse être associé à de l'éthique. La belle parole, c'est aussi la parole qui porte le bien et qui fait du bien. Wax ju baax mooy wax ju rafet. Jëf, au-delà de la parole, ju baax mooy jëf ju rafet. Mais vous ne pouvez pas dire def na lu baax, il a bien agi, mais c'était laid, c'était mal fait. C'est impossible. Voilà déjà le premier fondement de la parole. Éthique, esthétique. Et au passage,
Vous comprenez quelle est l'importance de tous ces professeurs d'éducation artistique qui ont vocation à mettre en évidence au sein de la société ce qu'il y a de plus beau. Autrement dit, de meilleur parce que porteur de bien. Et de messages positifs. La crise des valeurs, elle commence lorsque ces éléments qui sont des références culturelles qui bonifient l'être humain commencent à disparaître et que chacun, du haut de son ignorance ou de son indiscipline ou de son impolitesse, croit pouvoir imposer aux autres simplement son point de vue parce que cela l'arrange. Ne pas tenir compte des autres. La parole blessante, l'insulte, malheureusement, c'est la critique facile. Ce que nous constatons aujourd'hui. Oui. C'est un écart vis-à-vis de la culture. Tout à fait. Cette crise de valeur, elle est d'abord une crise culturelle. Et c'est donc la culture qui peut apporter des solutions à cette crise. Malheureusement, on a trop tendance, dès que les gens protestent, dénoncent, insultent ou injurient, de penser pouvoir compenser en donnant du matériel, de l'argent. Je ne taquinerai pas outre mesure mes cousins Halpulaar, mais avec le Johnny Johnny qu'ils ont inventé, tout de suite, l'éphémère, la culture de l'éphémère. Tout à fait. On ne prend pas le temps de construire du durable. Parce que c'est dans cette construction du durable qu'on a de l'utile. Tout à fait. Mais hic et nunc, on échange de la mauvaise parole contre des espèces sonnantes et trébuchantes pour que les individus se taisent. Tout à fait, professeur. Nous avons toujours envie de vous laisser parler, mais nous allons devoir parler aussi de beaucoup d'autres aspects de la culture. Et la question de tout à l'heure ne s'est pas trompée de destinataire parce que vous avez beaucoup travaillé sur la tradition orale et vous avez tenu beaucoup de conférences sur ces genres de thématiques. C'est pourquoi on aimerait entendre la parole du professeur quant à cette situation qui blesse encore la violence, l'insulte et tout ça que nous constatons aujourd'hui dans notre société. Mais l'Afrique a une tradition d'oralité, certes, mais aussi d'humanisme. Parce que nous avons constaté que depuis 1222, donc la charte du Mandé, dans tout ce qu'elle enveloppe comme valeur culturelle, pour le respect de l'homme, l'être humain seulement, et aussi de beaucoup d'autres valeurs, je pense que l'Afrique, elle est bien pionnière dans ce combat-là. Vous touchez là à un des socles les plus importants de notre patrimoine culturel. Mais quelques petites clarifications. Allez-y, je vous en prie. Avant de parler de la charte du Mandé, il faut savoir qu'ici, dans cette zone géographique de l'Afrique de l'Ouest, nous avons eu plusieurs empires et royaumes, mais deux ont cristallisé un peu tout ce patrimoine culturel dont nous parlons. Lesquels? D'abord, l'empire du Ghana. Et des traces précises, des preuves effectives ont été trouvées déjà dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, vers l'an 300, de l'existence de cet empire, jusqu'à 1225 à peu près. L'empire du Ghana, lorsqu'on en parle, beaucoup pensent à la République du Ghana. Nous avons tous appris quelque part que cet empire était convoité parce que c'était un empire où il y avait énormément d'or. À tel point qu'après, quand il y a eu la colonisation occidentale, on a continué à parler de Gold Coast. Empire du Ghana. Mais l'empire du Ghana, ce qu'on sait moins, c'est que cet empire-là s'étendait jusqu'en Afrique du Nord. Afrique du Nord.
La capitale de l'Empire du Ghana s'appelait Kumbi Salé. Kumbi Salé, oui. On a entendu ça même à l'école primaire. Tout à fait. Si on voulait s'amuser un peu, je mets au défi de cette salle aujourd'hui qu'on me dise où se trouve Kumbi Salé. Et vous seriez surpris d'apprendre, puisqu'on n'a pas le temps de jouer, oui, que Kumbi Salé, qui était la capitale de l'Empire du Ghana, est là à côté de nous, en République islamique de Mauritanie. Mauritanie. C'est la surprise. Ça, parce que tout le monde pense que c'était au fin fond du Ghana ou dans les pays limitrophes du Ghana, l'actuelle République. Mais tout à fait, le professeur. La capitale, Kumbi Salé est en Mauritanie. Parce que cet empire du Ghana rayonnait jusqu'au Maroc. Ça englobait tout ça. Oui. Et c'est très important. Oui, c'est ça. Brassage culturel, métissage dont parlait Senghor à travers les échanges. C'est l'empire du Mali qui a hérité de cet empire du Ghana. Et il se trouve qu'à un moment donné, on parlait de crise de valeur, il y a eu une crise. Voilà pourquoi la culture est importante. Il y a eu une crise parce qu'on a remis en cause les fondements même de l'empire du Mali. Et c'est pour cette raison que Soundiata Keïta s'est soulevé pour reprendre le pouvoir des mains de Soumaoro Kanté. Au passage, je vous ferai noter que lorsqu'on dit Soumaoro Kanté, on ajoute le roi forgeron. Cela devrait interroger beaucoup de Sénégalais. Le roi forgeron ou le roi sorcier? Forgeron. Ah bon? Oui. C'est ce terme-là qui m'intéresse, mais c'est le roi du Soso. Soso, oui. Le Soso, c'est tout à fait, l'espace. tout à fait. Tous ceux qui ont une lecture un peu restreinte de l'histoire africaine vont peut-être faire des confusions parce qu'ils vont trouver que c'est contradictoire de dire roi et de dire forgeron, puisqu'on les considère comme des castés au bas de l'échelle sociale. On vous parle de roi forgeron. Tout à fait. Je n'entrerai pas dans ce débat-là, il serait trop long, tout à fait. mais premier repère. Oui. Soundiata Keïta se bat contre Soumaoro Kanté, reprend le pouvoir et redonne à l'empire du Mali toute sa splendeur. Tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là qu'il convoque toutes les composantes de l'empire en leur disant il nous faut trouver un consensus pour organiser le vivre ensemble. Et c'est dans ces négociations-là qu'il a fallu chercher les valeurs que ces populations avaient en partage. C'est ce qui a donné la charte de Kouroukan Fouga. Kouroukan Fouga prend en charge la charte du Mandé dont vous avez parlé, mais le Mandé n'est qu'un royaume dans l'Empire. C'est pour ça que j'ai voulu faire ces précisions. D'autres sont venus avec leurs propres valeurs culturelles et leur propre patrimoine. Il a fallu de manière consensuelle discuter pour organiser le vivre ensemble et dire mettons sur la table ce que nous avons de meilleur. Savez-vous que c'est ce jour-là, pour donner l'exemple, que Soundiata Keïta, dont le patronyme, le nom de famille n'était pas Keïta, ça n'existait pas. Konaté a décidé, pour marquer ce consensus, de s'appeler Keïta, qui signifie en manding le porteur des héritages, le preneur des patrimoines, autrement dit, celui qui rassemble tout ce qui nous unit comme valeur. Voilà l'exemple qu'il a donné aux autres. Je ne veux pas vous imposer qui je suis, mais nous allons construire ensemble qui nous sommes et qui nous voulons être. Ensemble. Mais professeur, pour ne pas vous couper, c'est important. Et vous savez que dans notre système éducatif, c'est une nouveauté, l'intitulé que vous avez sorti tout à l'heure, le vivre ensemble. Parce que c'est avec les nouveaux curriculums de l'éducation de base, les nouvelles curricula. Alors, vivre ensemble, c'est donc depuis la déclaration de la charte et ça a été bien inscrit dans l'organisation du vivre ensemble. En vérité, le vivre ensemble s'impose à nous dès que nous vivons en groupe et en communauté. Oui. C'est un impératif, ce n'est pas une option. C'est un impératif, tout à fait. Même vous, dans votre quartier, vous êtes
obligé de tenir compte de vos voisins si vous voulez vivre en paix. Vivre ensemble, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit ouvert avec ceux avec qui nous partageons la vie. Plus vous l'organisez, plus vous avez un vivre ensemble harmonieux. Voilà ce qui s'est passé avec cette charte. Oui, oui. Et le vivre ensemble, il y a aussi le vivre dans son milieu. Pour dire que notre système éducatif tente plus ou moins de prendre en charge ces valeurs. Mais jusqu'à présent, le projet reste en plan. Et nous avons constaté qu'il y a toujours des lacunes et des redressements à faire. Qu'est-ce que vous aurez à recommander dans ce sens? Vous savez, nous avons en Afrique malheureusement encore quelques petites lacunes. Ce n'est pas seulement dans le domaine de l'éducation. Notre rencontre avec la culture arabe a été une rencontre douloureuse. Ce sont les Arabes qui ont cassé cet empire du Ghana dont je vous parlais. Par convoitise pour l'or. Pour l'or. Ils ont attaqué d'abord Aoudagost, qui était la capitale économique, donc là où il y avait les mines d'or et autres, avant d'attaquer Kumbisale, la capitale politique. Remise en cause. Mais avec cette culture arabe, on continue encore à faire des confusions. Parce que derrière, il y a une religion très importante dans ce pays, à 90% de musulmans, c'est l'islam. Mais l'ignorance fait qu'on n'explique pas aux gens de manière claire. Et c'est sur ce point que je voulais insister, la notion d'ignorance. La différence qu'il y a entre la religion, qui s'appelle l'islam, à travers le Coran, qui est la parole de Dieu, et l'interprétation qu'on en fait, et les habillements qu'on en fait, y compris de la culture arabe. En clair, vous voulez dire quoi? Comment pouvez-vous imaginer une seule seconde que Yoro le Peul, Ngor le Serer, lorsqu'il veut embrasser l'islam, qu'on lui dise oui, mais dans ta conversion, tu vas perdre ton identité, on va te déposséder de ton identité et on va te donner un nouveau pronom pour que tu entres dans la religion. Il n'y a pas de pronom musulman. Il y a des prénoms arabes. Vous remarquerez lorsque l'on vous raconte l'histoire justement de l'islam, que tous les prénoms qu'on nous présente comme des prénoms musulmans préexistaient dans la culture arabe. Dans la culture arabe, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne soit là. On vous parlera de son oncle Ababakar X, Baï Mach. Mais ce sont des prénoms arabes, ce n'est pas des prénoms. Donc mon prénom Oumar, c'est... Mais Oumar, il était déjà là, comme arabe, ce n'est pas musulman, mais vous allez être tout content de penser que Oumar est plus musulman que Ngor ou Djegan. Vous avez tort. C'est ça que j'appelle l'ignorance. Mais le même phénomène, vous le trouverez dans le catholicisme. Eux vont nous imposer des Michel, des Jean et autres, comme si c'était plus valable pour se rapprocher de Dieu. Pour des gens qui connaissaient déjà Dieu. Allez voir avec nos parents de la Casamance et Mitaï. Allez voir chez les Sérères avec Roc, etc., etc. Donc c'est ce patrimoine-là fondateur qui est en train de péricliter. Lorsque vous me dites, nous essayons dans le système éducatif d'introduire un certain nombre de valeurs, je dis la démarche est à saluer. Oui. Encore faut-il qu'on sache quelles valeurs introduire, où on les puise et qui les puise. Si nous interprétons à tort, nous allons nous fourvoyer. Si nous allons écouter simplement quelqu'un qui va nous dire Sénégal Ndiaye, Wolof Ndiaye, ak yenen, nous serons dans le repli identitaire. Par contre, et c'est passionnant, la question que vous posez, elle est capitale. Si on se demande qui est être humain, créature de Dieu, à travers nos cultures, nous risquons d'avoir un point de convergence. À travers nos cultures. Nos cultures. Et là, même le Wolof, puisque c'est la langue que nous parlons tous,
rappelle deux choses capitales. L'être humain, c'est nit. Nit. Le Sérère dira okin. Concept que vous ne retrouvez pas tel quel dans la langue française que nous sommes en train d'utiliser. Ils sont obligés de faire une petite périphrase pour dire un être humain ou, à la canadienne, une personne humaine. Sinon, qu'est-ce qu'on nous disait? L'homme avec un grand H. C'est quand cet homme avec un petit H qu'on renvoie au masculin. Quand c'est grand H, c'est masculin et féminin. Donc, l'homme mange la femme. Nous disons nit. Créature de Dieu. Être humain. Un concept clair. L'humain. Composé de deux branches indissociables. De l'homme, justement, et de la femme. Góor et jigéen. C'est une vision du monde qui n'a rien à voir avec la vision qui étouffe la personnalité de la femme. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés à fondement matriarcal. Tout reposé sur la femme, la mère. Et c'est tout le respect dû à la femme. Et si vous le rapprochez de la divinité de Dieu, mais c'est logique et tout c'est clair. Parce que c'est la femme que Dieu a choisie si on est croyant. Pour être son relais sur terre, accueillir la vie que Dieu crée et la transmettre. Qui d'autre peut le faire? C'est elle qui assure l'éducation des enfants aussi, on dit. Et c'est pour cette raison que dès le bas âge, c'est elle qui assure l'éducation des enfants. Voilà une pièce maîtresse de notre culture qu'on a inversée. Et si vous inversez le schéma, vous ne pouvez pas avoir des résultats vous pensez que c'est véritablement inversé? C'est inversé. Même dans notre école? Dans notre école, avec tout déjà, ce qu'on a... notre école, elle est extravertie. Oui, oui. Mm-hmm. Parce que le contenu essentiel de notre école est un contenu emprunté de l'extérieur. C'est pour ça que j'insiste sur ce que je suis en train de vous dire. Or, cet extérieur-là a privilégié l'homme sur la femme, a étouffé la femme et l'éducation de base. Et pourtant, ce sont les mêmes qui parlent de langue maternelle. La langue maternelle, ce n'est pas la langue paternelle. Tout à fait, maternelle. Maternelle. On a dit. Si on vous comprend bien, professeur, vous dites que la dimension culturelle, selon les aspects que vous venez d'exposer, elles ne sont pas assez prises en charge par notre système éducatif et même la réalité que nous vivons tous les jours démontre. Non seulement cette réalité culturelle est insuffisamment prise en charge, mais je vais plus loin. Je vous dis qu'on prend en charge des éléments culturels qui sont en contradiction avec nos fondements culturels, qui remettent en cause nos valeurs culturelles. Et dès ce moment-là, vous ne pouvez pas vous étonner si ça produit des effets négatifs. Et pour clore ce chapitre, que dites-vous de l'introduction des langues nationales dans le système éducatif? J'aime bien déjà la formulation. Comme on dit en Wolof, mais ce n'est pas votre faute. Oui. Si l'on parle de système éducatif qui existe déjà, et que simplement on se demande quand et comment introduire les langues nationales, c'est qu'il y a un véritable problème, professeur. Et je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que j'ai été à la francophonie, vous venez de le rappeler dans mon machin. La langue est un vecteur de culture. La langue est un vecteur de savoir, de connaissance. Il est évident qu'apprendre dans sa langue qu'on maîtrise permet de gagner beaucoup de temps déjà. Des individus sont considérés comme de gros nullards, qu'on met de côté du système scolaire parce que tout simplement ils ne parlent pas français correctement le français pour comprendre maintenant les connaissances qui sont transmises en français. Vous savez, le français, langue
d'apprentissage et le français simplement en tant que langue. Nous n'apprenons ni nos langues, ni ce que véhiculent nos langues. On se réveille au beau matin et on nous dit, on va introduire. Je veux bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mon frère. Allez lire la constitution de ce pays. L'on vous dira, et ça c'est depuis Senghor, nous avons 6 langues nationales, ça c'était depuis Senghor. Avec le président Wade, on a ajouté, et toute autre langue codifiée. Codifiée, c'est-à-dire dont on a la grammaire, etc., pour que d'autres puissent apprendre, ce qui est tout à fait cohérent. Parce qu'on ne peut pas dire, on adopte le Bassari, et qu'aucun autre Sénégalais ne puisse parler Bassari s'il n'est pas d'origine Bassari. Ça n'a pas de sens. C'est éclater la nation dont j'en parlais. Mais à côté de ces langues, c'est dans la Constitution, notre loi fondamentale, qu'on nous dit que la langue officielle, c'est le français, et que nul ne peut être président de la République de ce pays s'il ne parle et n'écrit le français correctement, pas les langues nationales. Ah, ça, c'est un biais. Alors, il faut me parler de système éducatif, alors que la base, elle est faussée. Quel intérêt avez-vous à aller apprendre les langues nationales si vous savez que pour diriger ce pays et donc déterminer ce qui va s'y faire, vous n'avez absolument pas besoin de ces langues. Nous qui sommes plus âgés que vous, nous étions là quand Senghor faisait des efforts avec le CLAD, Centre linguistique, pour l'apprentissage des langues nationales. J'ai souvenir de quelques localités où toutes les semaines, il y avait des réclamations auprès de l'autorité qui représentait l'administration territoriale. Je sais de quoi je parle, c'était mon papa. Et les gens venaient se plaindre, écoutez, Monsieur X ou Monsieur Y n'est pas très sérieux. L'instituteur qui est là dans l'école, à chaque fois qu'on passe, on l'entend parler Wolof. À chaque fois qu'on passe, on l'entend parler X ou Y. Mais on a envoyé nos enfants à l'école pour qu'ils apprennent, et apprendre, c'est en français. Si c'est pour leur parler Wolof, il n'a qu'à les laisser à la maison, nous parlons Wolof. Ah oui, parce que les vieux n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris, bien sûr. Voilà toute une série de choses qu'il faut, en tout état de cause, reprendre, réorganiser. On ne peut pas, dans un système, de temps en temps, ouvrir une petite brèche et dire introduisez telle chose. Voilà mon sentiment sur cette question. Voilà, merci chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur Télé-École. Nous sommes avec le professeur Massène Sène. C'est un honneur et un plaisir de le recevoir sur Éducar. Et le débat est déjà très intéressant parce que ça touche notre identité. D'ailleurs, Camus, il le disait, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi, même sur un banc d'accusés. Mais nous allons un peu s'éloigner de cette thématique pour parler d'économie. Parce que le président Senghor avait dit que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Je pense que lui, il a mis la culture au milieu de ses préoccupations, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais est-ce que cela continue toujours? Les régimes qui se sont succédés au Sénégal, est-ce qu'ils ont assez pris en charge la chose culture? Je vous remercie beaucoup. Là, vous commencez à aborder les questions qui fâchent. Ah bon? Pourquoi ça? Et nous allons fâcher beaucoup de gens. Questions qui fâchent parce que vous faites bien de nous parler d'économie. Mais c'est quoi l'économie? Véritablement. La production à travers le travail dont on a parlé tout à l'heure en amont, permettant de subvenir à des besoins. Mais quels sont ces besoins? Des besoins primaires, des besoins, voilà, essentiels. Oui, mais allons jusqu'au bout de la réflexion. Lorsque nous avons faim, nous souhaitons pouvoir manger à notre faim. Sauf que nous ne mangeons pas n'importe quoi. Parce qu'avoir faim et manger,
c'est ce que nous partageons avec tous les animaux. Les chiens, les chats, les cafards. Quand je le dis, les gens ne sont pas contents, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, vous touchez les questions qui fâchent. Culturellement, et c'est là où Senghor a raison, parce que nous ne mangeons pas n'importe quoi, nous créons ce que nous mangeons, ou en transformant ce qui existe, ou en inventant, notamment à travers les sauces, et ce n'est pas hasard si on parle d'art culinaire. J'aurais pu développer pour la protection et l'habillement avec l'art vestimentaire. C'est dire quoi? Aucune activité humaine n'échappe à la culture comprise dans ce sens de production de réponses appropriées pour la satisfaction de nos besoins. Ça mérite d'être C'est ça la démarche culturelle. répété, s'il vous plaît. Je dis que rien n'échappe à la culture si on la comprend comme la démarche permettant d'avoir des réponses appropriées pour la résolution de nos problèmes et la satisfaction de nos besoins. C'est ça la culture. Et c'est de ça que Senghor parlait quand il parlait de début et de fin du développement. Personnellement, comme j'ai eu à le dire à mes étudiants, j'aurais non pas parlé de fin, mais de finalité. Parce que la fin du développement, c'est notre mort aussi. Parce que toute notre vie, nous sommes appelés à évoluer et à progresser. Donc Senghor avait raison. Et du coup, l'économie est à l'intérieur de la culture. Il avait parfaitement raison, comme vous le dites, mais nous avons auparavant parlé de la culture et de ce qui représente notre identité culturelle dans le transfert des connaissances à l'école et dans la société. Mais nous constatons tout aussi, professeur, aujourd'hui que les disciplines d'art, censées être les disciplines les plus aptes à booster la créativité et à mettre en exergue notre identité culturelle, sont traitées en parents pauvres. Quel regard jetez-vous sur ça? Parce qu'il y a encore une fois confusion. Les expressions artistiques sont des composantes de la culture, mais ne sauraient saturer la culture ni la représenter. On ne représente pas un présent. Il faut que les choses soient claires. Malheureusement, l'on agit souvent en faisant comme si ce sont les expressions artistiques qui suffisent à représenter la culture. On n'a pas besoin de représenter la culture, elle est là. Vous n'avez pas entendu parler de culture générale? Si. Vous avez entendu parler de culture industrielle? Si. Je réponds à votre place parce que je sais que tout le monde le sait. Vous avez entendu parler de culture scientifique? J'aurais pu multiplier les exemples. Tous les domaines de la vie peuvent être associés à la notion de culture aussi longtemps qu'on parle de réponse, de démarche pour trouver des solutions appropriées à nos préoccupations. Mais vous aurez... Oui, allez-y. Si le savoir qu'on utilise pour développer l'industrie, le savoir qu'on utilise pour développer la santé, sont ces productions de l'esprit humain, elles relèvent justement de la culture. Donc, il y a ce volet-là en amont qui est tellement vaste parce que la culture est transversale. Je vous ai dit que c'est ce qui nous élève et qui nous évite de rester des animaux. C'est pour cette raison que j'insiste pour dire que les funérailles sont la première plus grande expression de la culture de l'être humain. Les animaux ne se rendent pas compte parce qu'ils ne peuvent pas se projeter. Quand leurs parents, leur père, leur mère, leur machin meurent, ils ne savent même pas que c'est leur père parce qu'ils ne savent pas établir des liens. Donc ils ne s'en occupent pas pour préserver son image. Nous préservons l'image. Les expressions artistiques, elles sont capitales parce qu'elles sont le début de la socialisation. Vous me permettez au passage de donner aussi un petit coup de griffe. On nous dit, oui, la musique dans un pays musulman, c'est haram. Je dis, attendez, moi je veux bien.
Mais je ne prends que cet exemple-là. Je ne connais pas une société humaine, je dis bien humaine, où il n'y a pas de berceuse, des chants pour calmer le bébé. Donc, premier mécanisme de socialisation par la chanson. Et on me dit c'est haram. Allons plus loin. Est-ce qu'il existe au monde une église où les gens ne chantent pas, ne serait-ce que les chorales? Quand vous allez ici à Touba, vous n'entendez pas parler de Khassaïd? Oui. Tiwaon, vous n'entendez pas des chansons? Oui. Nos amis les Nards qui nous ont transmis cette culture islamique, ils y ajoutent même le tam-tam avec le tabala. Oui. Qui va nous dire que la musique est arabe? Qu'on nous dise maintenant, si on veut être sérieux, qu'il y a de la musique sacrée, c'est un problème de spécialisation. Comme il y a de la musique profane qui n'est pas justement appropriée dans certains lieux, on revient à notre point de départ sur la parole. Faut koy waxe, faut koy defe. Si on nous dit tel type de musique n'a pas sa place dans un espace religieux, je dis ça, je peux comprendre. Mais dire que la musique c'est haram, c'est un abus de langage. Mais pourquoi c'est important? Un Senghor qui a pu produire tout ce qu'il a produit. Dans notre langue sérère, quand on vous parle de poèmes, chantés ou non, ça s'appelle le kim. C'est le même terme qui désigne la chanson et le poème. Akim. Voilà. Produire du beau, encore une fois, ne peut qu'être éthique dans nos cultures. Tout à fait. Et c'est vrai, et c'est pertinent et juste que la culture, elle est essentielle. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, que dans nos écoles, les traités en parents peuvent, c'est les disciplines artistiques, n'est-ce pas? Et vous aurez certainement quelques mots à dire à l'endroit des autorités académiques dans ce sens. Bien évidemment, mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que ce n'était pas un langage direct. Oui, quand je vous dis que le système éducatif est extraverti, on apprend dans une langue étrangère, avec un contenu étranger, et vous voulez que ce soit conforme à notre culture et à notre société, ça n'est pas possible. De la même manière qu'il ne faut pas s'étonner à partir du moment où c'est la parole, c'est le savoir qui produisent le savoir-être. S'il y a autant de décalage avec ce regard extraverti, ne vous étonnez pas qu'il y ait une crise de valeur et que les jeunes ne respectent plus ce que nous croyons être respectable. Vous avez parlé tout à l'heure de l'hymne national et à juste titre, et on s'est cristallisé sur la parole et le travail. Je voudrais, avant de terminer, commencer par le commencement. Construction de la nation, disions-nous. Pincez tous vos koras, frappez les balafons. Les koras sont où au Sénégal? Instrument mandingue, par définition, c'est en Casamance. Le balafon, c'est où? Casamance, chez les Balantes. Senghor a choisi, en bon sérère, puisque vous parliez du bon sérère, l'endroit le plus éloigné, où les gens avaient l'impression que nous n'étions pas tout à fait dans la même nation et nous ne partagions pas la même culture, pour dire, nous sommes ensemble. Pour être ensemble, connaissons la culture de chacun d'entre nous dans ses spécificités, reconnaissons surtout les valeurs que nous avons en partage, l'Ignou Bok. Et à partir de ce moment-là, nous avons un socle assez consistant pour créer, produire, nous respecter et faire ensemble ce que nos enfants vont attendre de nous, c'est-à-dire cette transmission générationnelle. Quand vous ne savez pas de quelle société on parle, vous ne pouvez pas prétendre guider vos enfants sur votre propre culture. C'est vrai, on n'en a même pas envie d'en finir. Alors, mais le temps qui nous était imparti est presque terminé. On voudrait peut-être, professeur, vos derniers mots en quelques secondes avant de se séparer de nos téléspectateurs. D'abord, j'ai bon espoir parce que de plus en plus, même si
nous avons encore quelques insatisfactions. J'ai conscience, avec l'âge, que de plus en plus les Sénégalais prennent conscience de l'importance de la culture. Je dis bien de la culture. Dans ce que ça véhicule comme connaissance, savoir, savoir-être. Nous avons aussi le sentiment que de plus en plus, avec la mondialisation, les gens se sentent menacés et essaient de préserver leur identité. Tout à fait. Tout à fait. Regardez tous ces débats qu'il y a autour de ce qui se passe dans le monde. Dans le monde. Les gens prennent ne serait-ce que leur distance pour dire je ne voudrais pas être comme cela. Comme cela, tout à fait. C'est capital. C'est Parce capital. que les gens savent, n'ont pas besoin de bouger et ils découvrent avec la télévision et autres ce qui se passe ailleurs. Tout à fait. S'identifie ou ne s'identifie pas, rejette. Rejette. J'ai de l'espoir parce que, à part les premières télévisions scolaires, facile que vous avez une télévision qui se veut télévision école et qui veut parler au monde, mais en s'appuyant sur de vrais professionnels. Ce sont des professeurs d'éducation artistique, musicale et autres, d'art plastique, Art plastique. ceux qui transmettent des techniques, de la connaissance, mais du beau, ce beau qui est en permanence lié au bien. Merci, professeur. Je ne peux qu'avoir confiance Merci. et vous encourager dans vos démarches. Merci bien, professeur. C'est un immense plaisir pour nous de vous recevoir à chaque fois ici sur Éducar. Donc, chers téléspectateurs, nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro avec Télé École, la télé 100% éducation ici en Afrique. Bientôt.